Bonjour à tous, bienvenue au webinaire Fin de vie, mort et deuil en milieu scolaire. Je suis Nadia Issa, donc la nouvelle responsable de la plateforme nationale pour la recherche sur la fin de vie, et nous allons entendre donc ce webinaire par Monsieur Elaïc Wagner et Madame Flao. La parole est à vous, merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous, est-ce que vous m'entendez bien? Oui. Ouais. Donc on est très heureux avec Cécile Flau de vous présenter un petit peu ce qu'a donné pour nous l'AMI, dont on a eu la chance d'être lauréat l'an dernier. Je vais donc partager mon écran. Je ne sais pas si Cécile, tu veux te présenter. Oui, peut-être le temps que tu partages ton écran, sachant qu'on le voit déjà, donc je ne sais pas si c'est normal ou si tu as fait le partage, mais voilà, regarde un petit peu. Donc moi, je suis Cécile Flao, je suis maître de conférence HDR à l'Université Paris-Cité. Donc j'ai collaboré à cette étude avec Nicolas qui va démarrer la présentation. On ne voit plus ton écran. Et donc, on ne voit plus? Non, on te voit toi. C'est formidable, mais ce n'est pas ton écran. C'est reparti pour un tour. Normalement, ça doit être bon. Hop. Et en grand écran. Est-ce que c'est bon, Cécile? Oui, ouais, t'es pas en plein écran, par contre. C'est bon, c'est okay. bon, c'est bon. Et donc, Nicolas Wagner, je suis doctorant en sociologie au Conservatoire national des arts et métiers et je m'occupe du groupe de travail jeune génération de la SPAP, c'est l'accompagnement et le soin palliatif. Le petit consortium pour présenter à travers notre dossier, c'est finalement un petit écosystème francophone qui travaille en sciences sociales sur la question des soins palliatifs pédiatriques et la question de la mort et du deuil et de ses liens avec l'enfance et l'adolescence. Écosystème qu'on a réussi pour partie à identifier et cartographier dans le cadre de l'élaboration du portail La Vie, la Mort, on en parle, qui est donc un portail à destination des professionnels de l'éducation, de la santé et de l'action sociale, qu'a initié la SFAP il y a un peu plus de 2 ans et qui vise à donner des outils aux professionnels et aux parents sur la façon de parler de la mort à l'enfant, sur la façon d'appréhender le deuil de l'enfant et de l'adolescent notamment. Et donc, on avait fait une soumission où 3 disciplines de sciences sociales étaient représentées, la psychologie, la sociologie et les sciences de l'éducation, où 3 pays étaient représentés, donc la France, la Suisse, on salue nos camarades de la Haute École pédagogique de Vaud à Lausanne, et le Canada avec des collègues de l'Université du Québec à Chicoutimi, et avec un triple portage, puisqu'il était dans la boucle la Société française d'accompagnement des soins palliatifs, donc Société savante du mouvement des soins palliatifs, l'Université Paris-Cité et le laboratoire dont Cécile est membre, le laboratoire de psychopathologie et processus de santé, et enfin donc le Conservatoire national des arts et métiers avec le laboratoire dont je fais partie, formation et apprentissage professionnel, qui est un labo plus en sciences de l'éducation et en sociologie. Et l'essentiel des fonds de cette AMI nous a permis de recruter à mi-temps au sein de la SFAP une doctorante en psychologie qui s'appelle Marion Pitel, qu'on salue et qu'on remercie pour tout l'investissement qu'elle a mis sur tout ce qu'on va vous présenter, donc qui a été parmi nous pendant 8 mois à mi-temps l'an dernier. Le projet, on l'avait articulé autour de 3 axes qu'on a maintenus, un premier et qu'on va décliner là un par un. Un premier autour de la scolarisation en milieu ordinaire des jeunes en situation palliative, donc des jeunes souvent atteints de cancer à l'évolution lente qui sont rescolarisés dans leur établissement scolaire d'origine et dont on cherchait à mieux comprendre quels étaient leurs vécus, les pratiques, les trajectoires et le cas échéant, la gestion du décès au sein de l'enceinte scolaire notamment. Un deuxième axe qui s'attachait à cette question de la gestion et l'accompagnement de la mort et du deuil en milieu scolaire, avec la question de la place des rituels, qui nous semblait être un peu un angle mort de la littérature. Et enfin, un troisième axe sur la question de l'aidance et de la place des jeunes aidants, du deuil des jeunes aidants, qui était là aussi un angle mort qu'on avait identifié. Cécile, je te laisse peut-être la main sur ce premier axe. Oui, donc le premier axe, donc on a mené dans le cadre de ce financement plusieurs revues de littérature afin de pouvoir préparer nos futurs projets de recherche et nos futures soumissions. Et donc sur ce premier axe, donc Marion qui
a signé en premier auteur l'article qui concerne ce premier axe, donc portait sur cette scolarisation en milieu ordinaire de ces jeunes en situation palliative. Et donc, on vous a résumé là peut-être les points importants hein, donc de la littérature et de ce qu'on sait déjà en fait sur cette situation. Donc tout d'abord, c'est qu'on est sur une population qui est constituée de 20% de cancers pédiatriques incurables. Et ce qu'on a pu retrouver, c'est que le rôle des ERRSPP est extrêmement important dans le lien entre l'enfant, l'école, l'hôpital et la scolarisation de l'enfant. On a pu aussi voir qu'il y avait toute une littérature sur quelles étaient les conditions de scolarisation en milieu ordinaire, en fait, donc toutes les difficultés, ce qu'il faut mettre en place, les enjeux pour permettre cette scolarisation, mais aussi les débats sur cette scolarisation est-elle nécessaire, utile, est-ce qu'on pourrait éventuellement ne pas la mener si ça paraît contradictoire avec l'état de l'enfant. Donc on s'est rendu compte que là-dessus, la littérature rapportait pas mal d'éléments concernant ce que ça représente en fait de scolariser ces enfants. En termes de publications, donc on a identifié entre 1996 et 2022 44 publications sur le thème. Donc c'est pas énorme, hein. On a regardé les publications totales, c'est-à-dire quel que soit le type de publication, ça peut être un retour d'expérience, une analyse de la littérature existante, une analyse de cas, mais aussi des études plus empiriques. Et donc sur les 44 publications, on a retrouvé 15 études empiriques qui visaient à évaluer certains domaines, que ce soit des domaines de perception du côté des enseignants, de représentation, et puis on a retrouvé pas mal de nos collaborateurs dans ces études. Tout ça pour dire qu'en fait, on a quand même une littérature qui reste peu développée sur la question et sur la période étudiée. On voit que c'est quand même un sujet qui reste un peu en dehors des études empiriques. De notre côté, nous, on a pu mener 2 études pilotes qui ont consisté à évaluer les représentations du côté des enseignants. Donc, d'une part, les enseignants qui avaient été confrontés à la scolarisation d'un élève en soins palliatifs, et où on a essayé un peu d'explorer leur expérience subjective de qu'est-ce que ça a représenté pour eux cette confrontation, de voir quelles ont été leurs difficultés, mais aussi quelles ont été les ressources auxquelles ils ont fait appel et ce qu'ils pouvaient aussi nous rapporter comme éventuel besoin ou souligner des choses qui avaient bien fonctionné. Et là, on a retrouvé ce rôle des ERSPP comme important. Et puis une deuxième partie de cette étude, là pour le coup, s'intéressait à quelles étaient les représentations a priori de ces enseignants. Donc finalement, en amont, qu'est-ce qui les inquiète, quels sont les freins qu'ils identifient quand ils n'ont pas été confrontés. Et là, on a retrouvé un certain nombre d'éléments sur cette question. Si on résume, on a en gros 3 grands constats qui sortent de cette étude et de ce qu'on a fait sur la littérature. On a tout d'abord l'idée quand même que c'est quelque chose qui est difficile pour les acteurs, que c'est quelque chose qui n'est pas forcément prévu ou réfléchi en amont, c'est-à-dire qu'en gros, ce que nous ont dit les enseignants et ce qu'on retrouve et qui confirme la littérature internationale, c'est qu'en fait, quand la situation se présente, c'est une situation nouvelle. Alors évidemment, elle est toujours nouvelle, c'est jamais le même enfant, mais c'est quelque chose qui a peu été anticipé. Un deuxième point plus positif qui est revenu, nous aussi, dans nos 2 études sur le fait que c'était une expérience qui participait d'une forme de construction identitaire de l'élève patient, avec quelque chose qui pouvait être important pour l'élève, mais aussi important pour les autres élèves. Et on en vient au 3e constat, que c'est finalement une situation qui était assez riche en sens, que ce soit du côté des enseignants, du côté du groupe d'élèves et du côté du groupe enseignants, élèves et ensemble des acteurs scolaires. Donc finalement, c'est à la fois une expérience difficile et peu préparée, mais ce qu'en retirent quand même les personnes qui y ont été confrontées, c'est que c'est quand même quelque chose qui leur permet de mettre en sens une situation qui est importante pour eux et riche et qui mériterait d'être retravaillée. Je te repasse la parole, Nicolas. Et merci Cécile. Et je pense que voilà, ce 3e axe nous tenait un petit peu à cœur pour justement sortir de visions très, très négatives et empreintes de difficultés pour aller vers une appréhension plus longitudinale aussi de ces parcours. Et donc, c'est ce qui nous a conduit à soumettre un projet à l'INCa l'an dernier, et on est très heureux qu'il ait été retenu dans le cadre de l'appel à projet généraliste SHS de l'INCa. Projet donc, qui s'intitule Scolarisation en milieu ordinaire des jeunes en situation palliative, attitudes, pratiques et mise en sens, qui est porté par Cécile pour le versant psycho-coporté, de mon côté au CNAM pour le volet sociaux, et avec la contribution de Martin Juliet-Coste, qui est socio-anthropologue,
ce que j'ai vu, je crois, tout à l'heure dans les participants au webinaire aujourd'hui, et projet qui a vocation à se faire en lien avec la SFAP et avec la 2SPV, qui est la toute récente société savante qui regroupe toutes les équipes régionales de ressources de soins palliatifs pédiatriques. Ce projet, il est planifié sur 4 ans, avec une première année d'installation, de contractualisation qui a lieu en ce moment, et donc un démarrage effectif escompté en septembre 2024. On l'a construit autour de 3 modules, avec vraiment l'idée que les sociologues et les psychologues puissent travailler conjointement ensemble, et pas juste avec des packages séparés. On a un premier volet où on cherchera à quantifier les attitudes des enseignants quant à l'inclusion scolaire des enfants en soins palliatifs. Donc, reprendre un petit peu les constats émis lors de l'étude pilote qu'a présentée Cécile, et essayer d'élargir ça à un volume plus significatif d'enseignants. Un deuxième module, pardon, où on s'attachera au vécu, aux pratiques et aux difficultés de la scolarisation en milieu ordinaire, avec côté socio-anthropo, d'observation ethnographique et d'entretien semi-directif. Donc l'idée étant de ne pas faire une seule monographie, mais d'avoir plusieurs terrains de recherche qui seront négociés en lien avec les équipes de soins palliatifs pédiatriques. On compte sur elles pour être introduits au terrain avec tous les enjeux éthiques que cela pose. Et côté psycho, une méthodologie qui se veut être au plus proche des premiers concernés, donc des enfants et des adolescents, par une méthodologie de journal de bord, avec l'idée de consignes régulières qui seront envoyées à des jeunes participants volontaires, et ensuite une analyse effectuée sur la base de ce recueil et sur des préceptes plus phénoménologiques, sachant qu'un de nos constats à travers les revues de littérature était que finalement, on interroge bien plus souvent les adultes sur cette situation que les enfants eux-mêmes. Et donc, on avait une surreprésentation dans la littérature du point de vue des professionnels dans une bonne partie, des parents dans une moindre mesure. Et donc, nous, on cherche à s'attacher notamment au point de vue à la fois de l'élève concerné et de ses camarades. Et enfin, un troisième module où on s'attachera à la question du décès du jeune et de l'après-décès au sein de la communauté scolaire, sachant que là aussi, c'est un angle mort de la littérature. Il y a eu un ouvrage collectif en 2015 coordonné par Martin Jules Écosse, ici présent, et Christine Faure-Caputo. Mais hormis ça, on sait finalement très peu de choses. Et c'est à nouveau un sentiment de vulnérabilité qui ressort beaucoup des travaux sur le vécu enseignant. Et donc, on cherche de manière un peu plus empiriques à travers des focus group qui seront conduits par un binôme sociologue-psychologue et ensuite par une série d'entretiens que réalisera chacun des chercheurs à comprendre finalement comment est-ce que ce décès est appréhendé au sein de l'institution. Voilà, donc projet qui a vocation à mobiliser un ou une doctorante en psychologie qui sera recrutée cette année, 2 post-doctorats qui sont rattachés au CNAM, et un stagiaire de M2 en socio qui s'attachera spécifiquement à la question du deuil des équipes de soins palliatifs pédiatriques et qui sera rattaché au CNAM en lien avec l'Institut catholique de Paris et Thibaut Pombet, qui est maître de conférence en charge de l'éducation à l'ICP. Ça, c'était pour notre premier axe. Le deuxième, et je te repasse peut-être la parole, Cécile, il visait donc à s'attacher à la question des ritualisations dans l'espace scolaire. Oui, merci Nicolas. Donc, comme on l'a dit, il y a un certain nombre de domaines dans les axes qu'on avait choisis, dont on s'est rendu compte que pas mal d'éléments étaient finalement peu étudiés. Et là, on voit bien que par rapport à cette question des ritualisations, même si on est quand même dans des contextes où des deuils en milieu scolaire, plus ou moins violents d'ailleurs, interviennent dans les dernières années. On a tous en tête les différents événements qui nous ont touchés, dont on a entendu parler dans les médias. La question des ritualisations est extrêmement peu étudiée. Souvent, ça s'arrête à des choses qui sont extrêmement faibles, comme par exemple la minute de silence, mais on a finalement peu d'éléments sur ce que les gens mettent vraiment en place, quel est l'apport de ces mises en place, qui les met en place, etc.
Donc, on voit bien quand même que de manière plus générale, les ritualisations hors école, ça fait vraiment partie de ce qu'on met en place pour répondre à nos ruptures de vie, que c'est quelque chose qui nous socialise, qui nous permet d'intégrer la personne qui est touchée par cette rupture à tout un groupe social qui va intervenir comme un soutien. Et on a effectivement notion qu'aujourd'hui, ces ritualisations ont changé. Parfois, on a l'impression qu'elles sont peut-être moins présentes, mais on peut aussi se poser la question de est-ce qu'elles sont présentes différemment. Et c'est ça qui nous anime dans cet axe de recherche. Et ce qu'on sait aussi, c'est qu'on pourrait tout à fait se demander si, concernant les enseignants, dont il est, comme vous l'avez remarqué, très souvent question là, dans nos axes de recherche, est-ce que ces ritualisations ne seraient pas une manière de s'adapter et de se réajuster de ces enseignants face à la difficulté de ces deuils qui arrivent dans ce milieu scolaire. Donc, on a soumis un projet à l'ANR 2023. On a passé la première étape de l'ANR, mais pas le second. Ce qui pour nous était déjà pas mal, parce qu'on sait que déjà passer une étape est quelque chose d'important dans ce genre d'appel à projet. Donc, on avait essayé de réfléchir à deux angles dans ce projet. C'était tout d'abord un angle qui concernait les décès qui interviennent après une période de prise en charge palliative de l'enfant. Et puis aussi tous les décès qui concernaient les suicides et donc des morts plutôt violentes et plus brutales, avec l'idée qu'on pourrait mettre un peu en perspective des décès où on imagine que l'environnement scolaire a pu se préparer et mettre en place un certain nombre de choses en amont, et puis des morts qui interviennent beaucoup plus brutalement, qui sont beaucoup plus sidérantes. Et on s'était demandé si on pouvait, du coup, dans ce contexte, mettre en perspective ces deux axes-là. On avait des partenariats, que ce soit donc les deux SPP, et puis les personnes qui mènent le projet Papageno à Lille, donc plus pour la dimension suicidaire. La méthodologie qui était prévue, c'était là aussi des focus group, avec l'idée que si on travaillait sur des choses qui avaient à voir avec le groupe social, c'était quand même important qu'on interroge les personnes dans une certaine forme d'interaction. Et puis aussi une approche à la fois ethnologique et une approche par entretien. Et donc on avait un certain nombre de personnels qu'on avait proposé dans cet appel à projet. Donc on aura vocation à le resoumettre à l'avenir, considérant qu'on touche là aussi un angle mort de la littérature, que ce comparatif nous paraît assez pertinent et heuristique, qu'il y a un intérêt important des partenaires à la fois du côté des soins palliatifs pédiatriques et du côté des pédopsychiatres de l'équipe de Papageno, tout ça ayant également vocation à pouvoir contribuer à l'élaboration de recommandations sur la prise en charge de ces deuils individuels et collectifs en milieu scolaire. Et donc, un troisième axe sur la question de l'expérience de deuil des jeunes adultes aidants, pour lequel, grâce à un petit reliquat de l'AMI, on a pu, pour partie, financer un stage à la SFAP d'une étudiante en M2 de Cécile, Morgane Mespled, qui a réalisé une revue de littérature et 15 entretiens exploratoires auprès de jeunes adultes aidants, donc des jeunes entre 18 et 25 ans, qui étaient aidants d'un proche qui est décédé. Et donc, il y avait un double focus dans cette recherche, à la fois sur le vécu de la situation de fin de vie, de décès du proche aidé, et à la fois sur leur expérience du deuil que certains avaient vécu pendant la période de crise sanitaire et de Covid. On retrouve finalement dans ces premiers résultats des grands invariants de l'expérience du deuil, avec peut-être comme singularité qu'on retrouve aussi dans le deuil des adultes aidants, la nécessité finalement de retrouver un nouveau quotidien après la perte du rôle d'aidant, dès qu'on retrouve du temps, qu'on a une charge mentale en moins, et qui finalement il faut réfléchir à comment réinvestir ce nouveau temps, ce nouveau quotidien par de nouveaux rituels. Donc on a soumis deux publications. On présentera les premiers résultats de cette recherche dans le cadre d'un webinaire, toujours avec la plateforme le 8 janvier 2024 à 14h, donc save the date. Et ce projet nous a permis de soumettre un petit projet à la Fondation OCIRP, grâce auquel on a obtenu 25 000 € à l'automne dernier. Et donc, on a engagé
une nouvelle recherche, toujours avec Morgane Mesplède et toujours en lien avec l'association Jeunes Aidants Ensemble, où cette fois-ci, on s'intéresse spécifiquement aux incidences et interférences entre deuil de ces jeunes aidants et scolarité. Voilà, sachant qu'on a quelques travaux qui nous montrent bien les impacts du deuil sur la scolarité, sur les apprentissages à mémoire à court et à moyen terme, sur les choix d'orientation professionnelle notamment. Et donc, on souhaite de creuser ça de manière un peu plus qualitative avec des entretiens. Euh, voilà pour voilà pour pour le troisième axe. Juste finir par quelques perspectives. Donc, on compte effectivement resoumettre notre axe 2 à l'ANR si on y arrive d'ici, je crois, 19 octobre cette année. Dans le cadre de notre fondation, de la Fondation OCIRC, on organisera une journée d'études le 23 mai, si je ne dis pas de bêtises. On vient de fixer la date au CNAM qui s'intitule donc Deuil et danse des vulnérabilités émergentes dans l'espace scolaire et universitaire. Donc, on diffusera l'appel à communication cette semaine. Voilà, l'idée étant à nouveau de pouvoir essayer de cartographier un peu un champ de recherche, d'investiguer aussi la question de l'université qui est encore plus absente des travaux actuels. On démarrera le projet avec l'INCA de façon opérationnelle à compter de septembre prochain. Et on espère aussi poursuivre à l'avenir des collaborations avec nos collègues suisses et canadiens qui ont, eux, fait des soumissions un peu sur des axes similaires à l'action de l'orphelinage notamment, dans lesquels Cécile Martin, moi-même entre autres, sommes inclus. Voilà, et pour finir et remercier vivement la plateforme pour son soutien à la fois financier et à la fois son appui plus largement en termes de chefferie de projet, de veille scientifique. Effectivement, nous, on avait un petit peu ces axes, ces hypothèses de recherche. On savait avec qui on pouvait et souhaitait travailler sur ces sujets, mais sans cette dotation, on n'aurait pas pu passer le cap de solidifier des dossiers consolidés de la littérature, et on sait à quel point c'est chronophage. Et donc, le recrutement de Marion Pitel nous a permis de mener à bien ces chantiers. Voilà, et ben, on vous remercie et je crois qu'on va passer une période de questions-réponses. Merci beaucoup à Madame Flao et Monsieur Elaïd Wagner pour cette présentation et surtout bravo pour votre appel à projet pour le projet qui a réussi à être lauréat dans l'appel à projet SHS de l'INCA. En tout cas, félicitations, c'est très plaisant. Je laisse peut-être la parole à ceux qui souhaiteraient poser des questions. Merci. Bon, s'il n'y a pas de questions. En tout cas, super, franchement, c'est un super projet. Et moi, je me demandais, en attendant qu'il y ait peut-être une ou deux questions qui arrivent, enfin, vous aviez parlé justement de votre projet d'avoir des liens avec le Québec et la Suisse. Ça, comment ça va vraiment, enfin, comment ça va s'intégrer en fait dans votre projet? Est-ce que vous pensez que ça va vraiment apporter une plus-value d'avoir un peu ce versant international à votre projet dans les années à venir? Alors, bah, je commence chez Cécile, je te laisserai compléter. Effectivement, on a des collègues en Suisse et au Canada francophone qui sont investis depuis longtemps sur ces sujets, donc ont une expertise plus significative que la nôtre, ou un ancrage aussi en sciences de l'éducation qu'on n'a pas. Donc voilà, c'est des richesses pour le projet. Euh, sur le projet Inca, on compte les associés sous des modalités qui restent à définir, mais sous la forme d'une espèce de comité de scientifique pour pouvoir poursuivre des discussions ensemble, éventuellement organiser des journées d'études ou autres communes. Ça, c'est une première chose. Une deuxième, c'est qu'à l'avenir, effectivement, on ne peut qu'espérer pouvoir monter des collaborations internationales un peu plus structurantes. Au Luxembourg, il y a des travaux de plus longue date sur les soins pédiatriques qui sont universitarisés depuis plus longtemps aussi là-bas. Donc voilà, ça sera sûrement des personnes à mettre dans la boucle. Dans le cadre de la stratégie décennale qui sera annoncée d'ici la fin d'année, on espère aussi que des fonds spécifiques soient fléchés sur cette question. Et en tout cas, on a plaidé le sujet sur ces questions d'appel comment dire, de projets comparatifs à dimension francophone, européenne ou internationale. Voilà, pour déterminer à la fois l'incidence
des facteurs culturels sur la prise en considération de ces situations. On voit bien qu'elles sont du côté du Canada, très abordées par le prisme de la santé mentale et psychique, ce qui est peut-être moins le cas en France. Donc voilà, il y a sûrement on gagne toujours à faire du comparatif. Voilà, ceci, je te laisse compléter. Non, mais je crois que tu as bien résumé, hein. Je pense que l'idée, c'était vraiment d'avoir une équipe qui soit très pluridisciplinaire aussi et qu'on puisse s'inspirer et profiter des expériences des équipes internationales qui travaillent sur le sujet depuis finalement assez longtemps, hein. Voilà, donc on pense que ça va se concrétiser progressivement, en répondant peut-être à des appels à projets aussi spécifiques qui sont d'emblée à cheval sur plusieurs pays. En tout cas, c'est vraiment super. Je trouve qu'il y a un versant international de comparaison. C'est vraiment super. En tout cas, merci à tous. Je vois qu'il n'y a pas d'autres questions. En tout cas, merci beaucoup nos deux intervenants, Madame Flao et Monsieur Elaïd Wagner. Un immense merci aussi à l'équipe opérationnelle de la plateforme. Et je vous souhaite à tous un très très bon après-midi. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir, bon après-midi. Merci, au revoir. Merci, au revoir.